Bonjour à tous. On va passer donc directement au discours d'introduction. Hop. Professeur Chirani, si vous voulez bien commencer. Oui, merci beaucoup Sarah. Vous m'entendez? Oui. Très bien, oui. Oui, voilà, bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci donc d'avoir répondu à cette invitation conjointe de la conférence de l'ONU des facultés d'odontologie et donc de l'UNECD. Il est vrai que ça fait très longtemps qu'à la conférence des Doyens, nous essayons d'organiser ce type d'événements, de manifestations, et donc consacrés à la recherche, et notamment une manifestation à destination des étudiants pour les informer le mieux possible en fait sur les carrières recherche, sur les carrières hospitalières universitaires, sur le parcours recherche. Et c'est vrai que jusque-là, avec, je dirais, les périodes actuelles, avec les actualités, nous n'avons pas pu organiser plus tôt, mais c'est pas grave. Il faut un début à tout. Initialement, on souhaitait organiser ce type de manifestation à l'échelle nationale. Et puis finalement, on s'est dit que ça serait peut-être plus judicieux de commencer à l'échelle régionale ou interrégionale. Et donc aujourd'hui, on commence donc dans la région Grand Est, avec l'ensemble des facultés qui sont concernées par cette région-là. Voilà, je voudrais remercier évidemment professeur Ariane Berdal, qui est notre chargé de mission à la conférence des doyens chargé de recherche. Je voudrais évidemment remercier aussi Sarah Tapia, donc l'UNECD. Et donc, toutes les deux, ils ont beaucoup œuvré pour qu'on puisse mettre en place cette manifestation-là. Je remercie évidemment l'ensemble des intervenants. Et voilà, je vais me limiter à ces quelques mots. Merci encore à toutes et à tous. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous, et notamment aux étudiants, évidemment, un bon séminaire sur la recherche, en sachant qu'évidemment, l'objectif pour nous, c'est de multiplier ces soirées recherche sur l'ensemble du territoire national, afin que tous les étudiants en odontologie puissent être informés sur l'ensemble des parcours recherche, sur l'ensemble des carrières hospitalo-universitaires. Voilà. Je vous souhaite donc un excellent séminaire recherche et merci encore à Sarah et à Ariane d'avoir organisé cette soirée-là. Voilà. Merci à vous et je vais passer tout de suite la parole donc au professeur Berdal, si vous le voulez bien. Bonjour, écoutez, je pense qu'on va vivre un moment un peu expérimental, hein, c'est le propre de la recherche. La date, on l'a choisie. Aucune date ne sera bonne. Je pense que la conférence des doyens et l'UNECD devront retravailler cette partie-là et peut-être en faire une date un petit peu sacralisée, genre le premier mardi de, qu'importe, ou le faire 2 fois dans l'année. L'idée, effectivement, c'était d'utiliser un bassin d'UFR qui correspond à peu près au tiers du capital recherche de notre pays pour présenter à l'intégralité des étudiants invités par l'UNECD pour avoir un peu une idée de ce qu'est le panorama de la recherche. Alors, c'est une première initiative, elle se veut nationale, nous sommes 30-40 personnes, donc ça n'est qu'un début. Et je remercie beaucoup l'interaction que j'ai pu avoir avec Sarah Tapia, avec l'ensemble des membres de l'UNECD, puisque j'ai eu l'occasion d'interagir avec les 2 personnes en charge du scientifique les 2 années précédentes, qui étaient aussi aimables et efficaces que Sarah. Mais Sarah, donc, a beaucoup contribué. Et donc, c'est le début d'un élément qu'on met en place, qu'on peut évidemment reproduire et qui sera enregistré. Donc, merci à tous. Et ça se veut vivant, interactif. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages et de gens qui vont raconter un petit peu pourquoi ils ont fait tout ça et comment. Merci beaucoup à tous. Et donc, à vous la parole. Merci. Donc, je vais prendre la parole tout de suite. Donc, moi, je suis Sarah Tapia, je suis en 4e année à Paris et je suis donc vice-présidente en charge du scientifique à l'UNECD. Donc, globalement, l'UNECD, c'est l'association qui représente tous les étudiants
en chirurgie dentaire de France. Et donc, effectivement, ce projet de journée scientifique, il a quelques années maintenant. Malheureusement, il n'a jamais pu être mis en place, mais aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir vous proposer ce webinaire. Et on espère vraiment qu'avec tous les témoignages que vous verrez par la suite, ça vous donnera un petit peu plus envie de faire de la recherche, ou en tout cas être curieux sur les différentes possibilités de carrière et les possibilités d'ouverture. Voilà. Bon, malheureusement, Clément Marie n'est pas là actuellement. C'est le président de l'UNECD, donc il m'a beaucoup accompagné sur ce projet, comme tout le bureau de l'UNECD d'ailleurs, que je remercie également. Donc, on va passer directement à la présentation des différents cursus et carrières. Et je laisse la parole au docteur Yasukawa et au professeur Bloch-Dupont, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Sarah, pour l'introduction. Et je crois que le professeur Bloch-Dupont est avec nous, normalement. Oui, oui, je suis là. Je te vois. Donc, nous avons été chargés de présenter un peu pourquoi la recherche en odontologie et donc enfin, en tout cas, on espère que ça va donner donc des petites pistes, idées ou envie à nos jeunes de faire de la recherche et peut-être continuer et mettre à profit ces activités de recherche. Alors, en tout cas, de ce que nous avions identifié comme motivation, il y a peut-être aussi disons, le désir de contribuer à faire quelque chose, de faire avancer les choses, de participer, disons, à une grande œuvre, entre guillemets, en disant, voilà, avec ma recherche. C'est aussi assouvir une certaine curiosité. C'était par exemple mon cas. Enfin, j'aimais beaucoup la microbio, donc je me disais, voilà, pourquoi pas faire de la recherche dans ce genre-là. Acquérir des nouvelles compétences, autres que ce que on a dans notre cursus initial. Et enfin, aussi une opportunité au niveau des postes, parce que c'est pour ça qu'il y a une relation cursus-carrière-recherche. Cette recherche est aussi très importante dans le développement des carrières de tout enseignant chercheur au sein de l'université et en tout cas aussi pour les hospitalo-universitaires. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est juste une petite diapositive, alors on ne va pas du tout insister, c'est juste pour vous montrer qu'il y a aussi plusieurs façons de voir la recherche scientifique parce que souvent, dans ce vocabulaire-là, on a chacun nos représentations et de toute façon, si vous faites une recherche dans Google, il y a pléthore de définitions de recherche. Donc, c'est juste une diapositive pour vous montrer qu'il y a la recherche dite fondamentale, c'est celle qui vient peut-être à l'esprit, mais il faut savoir qu'il y a aussi la recherche appliquée, recherche clinique. Il y a aussi d'autres champs de recherche comme la quantitative ou qualitative qui est souvent utilisée en sciences humaines et sociales. Et il y a différentes façons de faire de la recherche. Et donc, c'est déjà cassé peut-être un peu le mythe du chercheur qui est blouse blanche, paillasse, en train de manipuler sur boîte de pétri. Il y a différentes façons de faire de la recherche. Et justement, c'est l'occasion après avec les différents témoignages pour que vous puissiez voir en fait ces différentes possibilités et qu'on peut s'éclater dans ce qu'on de ce qu'on fait. Et je compte beaucoup sur les intervenants pour vous transmettre leur passion à la recherche et ce que leur a apporté dans leur carrière et dans leur vie professionnelle, leur épanouissement personnel. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Oui. Alors, quand on parle recherche, il faut passer aussi par l'impact et l'évolution. On ne fait pas forcément de la recherche pour faire de la recherche. Actuellement, en fait, il y a différentes façons d'évaluer, donc soit l'évaluation par les pairs. Il y a aussi toute une notion de scientométrie ou bibliométrie, donc vous avez peut-être dû en entendre parler, des fameux scores, enfin de l'impact factor, des scores éventuellement SIGAPS, etc. Peut-être vous avez entendu vos enseignants en discuter entre eux. Il y a aussi le nombre de publications, le nombre de citations, le nombre de téléchargements et actuellement, depuis une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, il y a l'émergence des altmetrics et souvent, ça passe par les réseaux sociaux. Donc, ça peut être Facebook, mais surtout Twitter et d'autres réseaux plus scientifiques. Donc, il y a différentes façons d'impacter dans la recherche et il y a actuellement, dans la diapo suivante, aussi actuellement en France, disons en Europe, on prend beaucoup plus en considération l'impact de la recherche aussi non seulement en termes d'apport de connaissances pures ou d'apport de réponses à des questionnements scientifiques, quel est l'impact justement de cette recherche au niveau social, sociétal,
quel est l'apport pour le, disons, citoyen lambda? Qu'est-ce que ça va apporter au niveau économique? Est-ce qu'il y a un rayonnement culturel? Et donc, il y a toutes ces questions-là aussi qui est maintenant demandée par, disons, les grandes instances de recherche et que, certes, au niveau santé, je veux dire que l'apport économique, via des brevets, via des médicaments, il peut paraître évident. L'apport social, on apporte du bien-être. Il y a certains, voilà, réponses qu'on peut apporter pour améliorer la vie de nos patients ou le quotidien des praticiens. Au niveau culturel, après, voilà, c'est des questions qui sont peut-être un peu plus à poser dans le champ de l'odontologie, mais on peut imaginer, voilà, il y a pas forcément que de la recherche pure, il faut penser aussi en termes de macro, qu'est-ce que notre recherche va apporter, et dans le terme d'évaluation, c'est ce qui va être éventuellement demandé peut-être dans le futur. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est pareil, disons, c'est une représentation, disons, plus santé de la recherche. Donc, recherche fondamentale, on cherche à produire de la connaissance, d'apporter des nouveaux fondements scientifiques, disons, de répondre à certaines questions. Et cette connaissance-là, elle ne va pas rester comme ça dans les bouquins ou dans les cours, mais on va essayer de le mettre en application, que ce soit sur des modèles in vitro ou in vivo sur l'animal, tester sur cellules, et bien évidemment, in fine, c'est apporter quelque chose en termes de recherche clinique, nouveaux médicaments, nouveaux traitements, nouvelles façons de faire, nouveaux outils diagnostiques. Donc, il y a différentes façons de faire la recherche, différentes façons de l'utiliser, différentes façons de l'appliquer, et différentes de façons d'apporter sa pierre à l'édifice et aussi de s'éclater. Et en fait, le message que je veux vous faire transmettre, à tous, c'est justement qu'on peut s'éclater, enfin, que la recherche, c'est pas forcément, voilà, je fais de la recherche pour faire des papiers, etc., mais c'est aussi s'épanouir sur le plan professionnel, apporter des choses et voilà, enfin, participer à, à la santé sur voilà, différents points. La diapo suivante, c'est pour situer un peu quand faire la recherche, donc parce que avant, c'était, en tout cas, quand je dis avant, c'était il y a 20 ou 30 ans, c'était classiquement, on terminait les études, on faisait ce qu'on appelle avant le DEA qui équivaut maintenant au M2, et on embrassait une carrière hospitalière universitaire, donc on faisait une thèse de doctorat, et on continuait ainsi. Maintenant, alors après, c'est effectivement faculté dépendante, mais c'est quand même inscrit dans les textes, dans notre formation initiale, il y a possibilité de faire en parallèle de nos études odontologiques, donc DFJSO, DFASO, de suivre en fait un Master 1 en recherche via des validations du théorique et par la concrétisation d'un stage au laboratoire, et ce qui pourrait donner une équivalent, enfin, le titre de M1 recherche. C'est beaucoup utilisé notamment en médecine, c'est également utilisé dans certaines facultés en odontologie, et pas forcément dans toutes les facs, parce que par exemple à Nancy, c'est pas encore appliqué et je compte bien travailler sur ce point-là. Concernant le Master 2 recherche, en fait, qui suit un peu le Master 1, c'est pareil, c'est des UE théoriques avec un stage de labo, et il peut être effectué, en tout cas pour les internes, durant ce qu'on appelle l'année recherche, et on encourage vivement les internes, s'il y a des internes qui sont connectés, de demander cette année recherche. Il y a tous les ans comment dire, des demandes enfin, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc, voilà, discutez-en avec votre doyen, vos chefs, entre guillemets. Je pense qu'il faut vraiment saisir cette opportunité de faire de la recherche pour les internes. Et pour le cursus classique, il y a toujours possibilité de faire un master de recherche. Et justement, ce master de recherche permet de réaliser un doctorat qui permettra notamment de continuer dans la carrière hospitalière universitaire. Donc, le master de recherche, c'est déjà un prérequis pour être en fait maître de conférence des universités. Et le master 1 peut être un des prérequis pour être assistant. Donc, maintenant, on parle de CCUAH pour chef de clinique des universités assistant hospitalier. Donc, ça, il y aura une autre slide où justement, je vais expliciter ces termes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais faire un tout petit peu, disons, de terminologie, parce que souvent, on utilise des acronymes, des termes qui sont pas forcément clairs
pour vous. Donc, on parle de CCUH, qui est chef de clinique des universités assistant des hôpitaux, ce qui, en fait, correspondait à l'ancien AHU. Dans les textes, enfin, normalement, c'est pour ceux qui sont titulaires d'un DES et c'est un temps plat. Par contre, nous avons obtenu, enfin, quand je dis non, c'est l'odontologie, des mesures transitoires ou un exercice temps partiel et encore, disons, toléré, que le ticket d'entrée, ce n'est pas forcément que le DES, mais on peut passer par le cycle court, mais par contre, il faut que ce soit validé, il faut être thésé et il faut avoir un Master 1 ou éventuellement un CES. La durée de fonction de CCUH est de 2 ans. Le contrat initial, c'est de 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, vous pouvez en fait exciper en fait, sur votre plaque et ordonnance, c'est un titre officiel, le titre de ancien chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux. Ce titre-là est partagé avec la médecine. Voilà. Ce contrat peut être renouvelé 2 fois une année avec un maximum de 4 ans. Il y a également, avec les nouveaux statuts, un nouveau statut qui s'appelle le PHU, pour praticien hospitalier universitaire. Actuellement, en odontologie, il n'y en a pas du tout. D'ici septembre, à Nancy, il y aura un poste de PHU. Donc, nous, à Nancy, on va disons, essuyer les plâtres un peu sur ce nouveau statut. Donc, il y a toute une démarche aussi administrative qu'il faut qu'on apprenne. Et donc, on s'échange beaucoup d'informations avec les doyens, entre doyens. Le prérequis, c'est le concours de PH. Et généralement, la durée globale du poste de PHU, c'est de 8 ans en comptant les années de CCUH. Voilà. La diapositive suivante, c'est l'évolution de la carrière. Donc, c'est ce qu'on appelle les postes dits titulaires. Donc, il y a 2 postes de titulaires. C'est les MCUPH pour maître de conférence des universités, praticien hospitalier, et PUPH, professeur des universités, praticien hospitalier. J'insiste d'abord sur le fait que nous avons, entre guillemets, une double casquette, un poste universitaire, donc maître de conférence ou professeur, et d'un autre côté, nous avons un statut également de praticien hospitalier. Donc, nous sommes à la fois, nous dépendons à la fois de l'université et d'un autre côté de l'hôpital. En plus de ces missions d'enseignement et de soins, nous avons également des missions de recherche. C'est pour ça que dans ce cadre-là, j'en parle. Et la recherche est extrêmement importante dans l'évolution des carrières. Pour être maître de conférence des universités praticien hospitalier, il faut passer par la case CCUH, donc chef de clinique des universités assistant des hôpitaux. Le prérequis, c'est le master de recherche. Et selon ce qu'on appelle le CNU, et j'aurai une diapositive suivante qui va expliciter ce que c'est que le CNU, il y a différents critères qui peuvent, disons, se rajouter. Pour être professeur des universités, il faut être soit MCUPH, et avec les nouveaux statuts, on peut passer directement de chef de clinique à PUPH. Bien évidemment, il y a d'autres critères. De PH à PUPH et de PHU à PUPH. Donc, il y a une certaine flexibilité qui est introduite dans les nouveaux statuts. Il y a différents types de concours. Pardon? Allô? C'est un commentaire? Non. Bon. Et le prérequis, c'est ce qu'on appelle le HDR, qui est l'habilitation à diriger la recherche, qui intervient après le doctorat. Il faut des conditions dites de mobilité, qui peut être d'enseignement, de soins ou de recherche. Et bien évidemment, il y a toujours cette surcouche de critères dits du CNU pour Conseil national des universités. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est quoi le CNU? C'est l'instance nationale compétente pour les hospitalo-universitaires en odontologie, en tout cas pour le CNU odontologie. Et en fait, cette instance nationale s'occupe des recrutements et des suivis de carrière. En tout cas, c'est comme ça que c'est défini. Pour l'odontologie, il est organisé sous forme de 3 sections et de 4 sous-sections. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est juste en fait une petite parenthèse, donc c'est un rappel de la dia précédente. En tout cas, dans le CNU dit 57, et
vous direz à quoi correspondra le numéro plus tard. Nous utilisons en fait certains critères, notamment nos bibliométriques, pour évaluer les dossiers des candidats futurs MCEPH ou futurs PUPH. Ce concours CNU peut s'apporter pour une évaluation par les pairs, en fait. Alors, disons, la structuration du CNU correspond donc à 3 sections. Il y a une section 56, développement, croissance et prévention, qui comprennent la 5601, qui comprend l'odontologie pédiatrique et l'ODF, et la sous-section 5602 qui correspond à la prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale. Souvent, les gens appellent ça la santé publique, mais il n'y a pas que la santé publique dedans. La section 57 qui correspond à la chirurgie orale, parodontologie et la biologie orale. Et la section 58, réhabilitation orale, qui comprend la dentisterie restauratrice, l'endodontie, prothèse, fonction, dysfonction, imagerie, biomatérielle. Cette organisation, en fait, est en parallèle avec ce qu'on appelle les collèges d'enseignants. Donc, vous avez peut-être aussi entendu parler des fameux collèges d'enseignants. Donc, il y a 9 collèges d'enseignants, parce qu'il y a 9, entre guillemets, disons, départements d'enseignement, et ils sont regroupés sous une coordination qui s'appelle la CNCEO, pour la Coordination nationale des collèges des enseignants en odontologie. Et en fait, tout ce bon monde travaille pour justement améliorer, travailler pour tout ce qui concerne le volet hospital universitaire, l'enseignement, la pédagogie, etc. Voilà. C'est une diapositive qui a été faite, enfin en tout cas qui nous a été proposée par Yann Berdal, que je remercie, et qui fait un peu un petit, disons, focus sur la situation de la recherche en France. Donc vous voyez que en fait en France il y a quand même il y a beaucoup d'équipes au sein notamment des UFR, mais également des groupes dans chaque UFR, et donc ça prouve que en termes de répartition globale, le territoire national enfin, il y a une bonne répartition au niveau territoire national et qu'il y a quand même une activité recherche active en France. Et sur la diapositive suivante, lorsqu'on utilise des mots-clés qui sont spécifiques à la dentisterie, la France pèse, entre guillemets, pour à peu près 2,4% de production internationale en termes de publication, et ce qui permet à la France d'avoir le 15e rang mondial. Et bien évidemment, il faut aussi garder à l'esprit que nos chercheurs, que nos enseignants-chercheurs ne travaillent pas que forcément en fait dans le domaine odontologique. Il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur, disons, des sujets autres, et ça se rajoute en fait à cette quantité de publications, et donc disons que c'est pour montrer aussi toute la richesse, au niveau des champs de recherche en odontologie. Voilà. Donc je crois que j'en ai terminé. Effectivement, merci beaucoup. On va passer donc à la partie témoignage avec le professeur Bloch-Dupont, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, Casu, pour le panorama exhaustif. Alors, je me présente, Agnès Bloch-Dupont. Je suis professeure des universités praticiens hospitaliers. Donc, j'enseigne la biologie orale et plus particulièrement l'embryologie et la génétique au sein de la faculté de chirurgie dentaire de l'université de Strasbourg. Je coordonne le centre de référence des maladies rares orales et dentaires et le réseau ORAR au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. J'effectue un travail de recherche peut-être plus fondamental, mais on en reparlera, au sein de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire d'Illkirch. Diapositive suivante. Voilà, donc on vous a parlé d'un parcours et d'étapes à franchir. Vous retrouvez les acronymes sur cette frise chronologique, mais ce que je peux dire, c'est que finalement, rien n'était planifié. Et quand je me suis lancée dans cette aventure, je n'aurais jamais imaginé le point d'arrivée, en tout cas de ce jour. J'ai d'abord, peut-être pendant mon cursus, été particulièrement intéressée par les cours du professeur Robert Frank, qui est une grande figure de la recherche en odontologie et à l'échelle mondiale, qui a étudié les tissus, en particulier minéralisés, en
en microscopie électronique. C'est vraiment un pionnier du domaine. Je trouvais ses cours très passionnants. Je trouvais aussi les cours du professeur Klevansky de Paro absolument très intéressants parce qu'il nous décortiquait les mécanismes et il nous proposait derrière les connaissances finalement une lecture plus biologique. Mais j'ai fait une thèse et mon travail de doctorat présenté a porté sur l'orthodontie interceptive. Donc, vous voyez, des choses très, très diverses, très, très variées, mais quand même une envie d'aller vers la recherche. Alors, je n'ai pas commencé tout de suite. Je suis d'abord allée travailler en libéral à Rouen. J'ai travaillé à la Grand-Mare, pour ceux qui connaissent. Et puis, quand même, ça m'intéressait, donc j'ai fait à l'époque un CES de biologie de la bouche partie A à Paris. C'était ma journée illuminée pendant la semaine et en particulier se frotter au professeur Michel Goldberg a été un vrai plaisir. Donc, grâce à ces CES, après, je suis revenue sur Strasbourg et puis je me suis dit quand même, l'odontologie pédiatrique m'intéresse. Je suis allée voir à la fac et j'ai rencontré Madame Sommer-Mater qui a imaginé que j'avais un profil qui pouvait être compatible avec une carrière d'enseignant-chercheur. Je la remercie parce que je pense qu'elle avait tout à fait deviné juste. Donc, pendant le DEA, ensuite, en même temps que le CES d'odontologie pédiatrique, j'ai travaillé sur le gène Twist, que j'ai revu beaucoup plus tard. Et j'ai appris, j'ai fait mes armes en biologie du développement et en hybridation in situ, pour ceux qui connaissent cette technique. Ensuite, je suis allée vers le doctorat. J'ai travaillé sur le rôle de l'acide rétinoïque, un dérivé de la vitamine A, au cours du développement dentaire chez la souris. J'avais la chance de pouvoir rencontrer Madame Vitamine D, en la personne du professeur Berdal. Et moi, modestement, je travaillais sur la vitamine A, mais donc nous avions quelques terrains de rencontre. Après la même année que la fin de mon doctorat, j'ai candidaté à un poste MCUPH en odontologie pédiatrique. Et je suis comme ça entrée dans la carrière hospitalo-universitaire. J'ai eu la chance, pendant mon parcours, de pouvoir faire des mobilités, double mobilité. La mobilité n'était pas encore obligatoire pour progresser dans la carrière, mais c'était vraiment une somme d'opportunités et de curiosité qui m'ont poussée à aller une première année en Australie, où là j'ai fait une mobilité thématique, puisque j'ai travaillé sur la formation du palais. Et ça a rajouté une connaissance d'un autre modèle en biologie du développement et d'autres processus biologiques, quand même un modèle en rapport avec la cavité buccale et le massif crânio-facial. Là aussi, je me suis intéressée particulièrement à des maladies rares, et j'ai eu la chance de côtoyer des généticiens, dont le professeur Silens, un généticien assez reconnu qui a proposé une classification des ostéogenèses imparfaites. Donc, je suis revenue sur Strasbourg et très peu de temps après, finalement, je suis repartie pour une deuxième période de mobilité au Royaume-Uni, à Londres, dans un institut de formation post-universitaire qui s'appelle le Eastman Dental Institute, où j'avais un poste d'enseignant-chercheur, senior lecturer, et où là, véritablement, j'ai structuré ma recherche autour des anomalies du développement de la dent et des anomalies du développement du palais, à la fois au décours de cliniques spécifiques des anomalies dentaires et d'encadrement de travaux de recherche sur la formation du palais, en collaboration avec l'hôpital pour enfants Great Ormond Street Hospital et l'institut de recherche qui s'appelle Institute of Child Health. La chose la plus intéressante dans un parcours d'enseignant-chercheur et de recherche, ce sont les rencontres que l'on fait
avec les uns et les autres, et peut-être pas forcément à la paillasse, mais ce sont des idées, des nouvelles idées, des orientations, des relations humaines qui rendent ce parcours très, très riche. Donc ensuite, je suis évidemment revenue sur Strasbourg, un ancrage fort en Alsace. J'ai progressé dans ma carrière, passé une HDR. Et je vous l'ai dit, là, je suis maintenant non plus en odontologie pédiatrique, hein, mais j'ai basculé vers la biologie orale qui correspond pleinement à mes activités, en tout cas à celles menées dans le cadre du centre de référence. Donc, je fais de la recherche translationnelle qui va du lit du malade, c'est-à-dire du fauteuil du chirurgien dentiste, au laboratoire de recherche et vice-versa. Et j'ai la chance finalement de pouvoir à la fois m'investir en recherche clinique, mais aussi en recherche plus fondamentale sur des modèles murins et des modèles cellulaires, et d'appliquer tout de suite ces connaissances vers le patient. Alors, entre les deux, il y a la génétique. Donc, ça m'a aussi permis de développer des outils, des bases de données et des outils pour proposer d'abord en recherche, puis en diagnostic, le diagnostic génétique des maladies rares à expression bucco-dentaire. Et il y a quelques années, je me voyais un petit peu comme ça, avec ma souris sur le fauteuil, à évoluer dans mon périmètre. L'idée pour moi était de rassembler à la fois mes activités d'enseignement, mais aussi mes activités de soins et de recherche sur une thématique proche. Diapositive suivante. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine avec la question principale qui est de comprendre comment se forme la dent et pourquoi cette dent est mal formée dans le cadre des anomalies du développement. Et on rencontre ces anomalies du développement dans les maladies rares, les syndromes et donc les maladies génétiques. Donc la recherche, c'est aussi pour pouvoir travailler une recherche de financement. Hein, on ne fait pas que rechercher. Et d'ailleurs, mes amis souvent me demandent « mais tu trouves quelque chose quand même ?» Parce que certes, nous sommes chercheurs, mais nous sommes aussi parfois trouveurs. Et donc, au décours des financements, on progresse dans les propositions, la mise en place des outils, et souvent maintenant, la recherche fonctionne sur une base projet. Diapositive suivante. Donc, dans ces projets, j'ai aussi eu l'opportunité de travailler dans un contexte européen, puisque vous le savez, les maladies rares n'ont pas vraiment de frontières et il faut pouvoir travailler à d'autres échelles que l'échelle française, voire une échelle plus internationale. Alors, j'ai marqué parcours et embûches, parce que tout n'est pas simple. Pour moi, rien n'était prémédité, mais finalement, les choses se sont emboîtées et ont permis un chemin dans une direction qui me convenait et qui m'a permis de créer. Donc, il faut être persévérant, il faut être motivé, il faut accepter l'échec, parce que une manip, c'est peut-être 3 échecs et une réussite, et ensuite on essaye de la refaire et ça ne marche plus, et on repart avec 3 échecs et une réussite. Donc, il faut apprendre la patience, l'abnégation, et quand on a un petit résultat, mais alors c'est le bonheur absolu. Encore faut-il le confirmer et le développer, et chercher des collaborations, etc. Mais c'est très riche, hein, plein de découvertes et d'évolutions. On est accompagné dans ce chemin par les progrès des sciences et techniques. Il faut savoir développer sa culture scientifique dans des univers beaucoup plus vastes que le sien, se tenir au courant des nouveaux développements pour pouvoir progresser. Je me vois effectivement comme un bâtisseur de mon parcours et de ce que j'ai pu, des éléments qui m'ont permis de contribuer à ce champ particulier des maladies rares, pour aller maintenant aujourd'hui vers quelque chose de très concret qui est la médecine bucco-dentaire personnalisée. Voilà. J'espère avoir transmis quelques-unes de cet enthousiasme. En tout cas, c'est un domaine qui me passionne
et j'espère vous avoir entraîné un tout petit peu vers les maladies rares. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On va passer au docteur Lisa Friedlander, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas facile de passer après Agnès. Merci. Donc, je suis Lisa Friedlander, j'ai 40 ans, je suis MCUPH en réhabilitation orale, en prothèse pour les jeunes qui nous écoutent, à l'université de Paris-Cité. Et j'ai fait tout mon parcours d'étudiante à l'université de Paris, qui s'appelait Paris 7, mais peu importe. Voilà, dans un parcours qui est assez, je crois, atypique, parce que rien ne me... voilà, enfin, tout me portait à être là où je suis, et je me considère comme sur la première marche du grand escalier que j'ai envie de franchir. Mais voilà, donc j'ai été, je l'ai déjà dit, j'étais pas la meilleure des étudiantes, mais ce que je savais, c'est que j'avais envie de soigner et de réparer un petit peu les vivants. J'ai été diplômée en chirurgie dentaire en 2008, voilà, on s'en fiche. Et après, moi, j'ai un tropisme très clinique. Donc, je suis ravie que Ariane m'ait invitée à parler devant vous aujourd'hui. Et pourtant, j'ai toujours du mal à me sentir légitime en tant que chercheuse, car je me considère avant tout comme une clinicienne dont la clinique, voilà, c'est la clinique qui inspire mes idées et mon parcours de recherche, qui est jeune quand même. Et tout part des patients. J'étais pas une fondamentale, j'étais pas biologiste, et ce qui m'intéressait, c'était l'épidémiologie et les biostatistiques. Donc c'est pour ça que j'ai fait une formation en santé publique vraiment très mathématique, d'abord au Kremlin-Bicêtre, à l'école de santé publique, et puis à l'école des hautes études en santé publique à Rennes, où j'ai fait mon master 2. Et voilà, je savais que je voulais m'engager dans une carrière hospitalo-universitaire du côté de la clinique. C'est pour ça que je n'ai pas choisi la voie de la santé publique, mais je savais que m'intéressaient déjà les déterminants de recours aux soins, l'accès aux soins, les politiques publiques de soins, l'économie de la santé. C'était des choses qui m'intéressaient. Par ailleurs, j'ai continué à me former sur le métier qui était le mien, avec des CES, des formations, et apprendre de mes pairs. Et puis, j'ai fait 12 ans de pratique libérale à temps partiel, parce que j'étais la moitié du temps à l'hôpital, en attachée, puis en assistante, hospitalo-universitaire en prothèse. Je savais que je voulais toujours garder un ancrage très clinique, et je voulais quand même m'engager dans une voie hospitalo-universitaire sur les thématiques qui m'intéressaient. Et là, ma chance a été qu'un jour, Ariane Berdal m'a dit on travaille les maladies rares, les centres de référence, il y a un truc à faire sur le paysage épidémiologique de notre filière de santé maladies rares. Tu es la bonne personne. Et Ariane, que je ne remercierai jamais assez, mais elle le sait bien, m'a mis sur la voie des maladies rares en 2014, on va dire. Et j'ai commencé ma thèse de sciences dans un laboratoire d'épidémiologie clinique spécialisé dans les populations vulnérables. Et j'ai travaillé sur l'épidémiologie des maladies rares maxillofaciales, pour faire simple, les parcours de soins, l'évaluation de la qualité de vie de ces patients. Par ailleurs, ma pratique clinique, c'est de plus en plus, pour être aujourd'hui quasiment exclusivement consacrée à ça, la réhabilitation orale des patients porteurs de maladies rares à manifestation orale. Alors, pour parler aux étudiants et qu'ils comprennent bien, les maladies rares, parce qu'Agnès, vous ne l'avez pas dit, c'est des maladies où il y a à peu près moins d'une naissance, un patient sur 2000. C'est des maladies qui sont rares, mais pourtant les patients sont nombreux. Et nous, notre truc, ce sont des maladies qui affectent la cavité orale, la face, le visage, le crâne, donc avec des signes cliniques qui sont proprement oraux. Et on travaille aussi, nous, les dentistes, dans les maladies rares, sur des maladies qui n'ont pas forcément des signes cliniques a priori oraux, mais où les patients sont si malades et si compliqués que très peu de gens veulent les soigner.
Donc, à l'hôpital, j'ai toujours été praticien à la Petit-Salpêtrière. Aujourd'hui, je coordonne le centre de compétences maladies rares qui fait partie de la filière TEPCO, la même qu'Agnès, Ariane et d'autres. Et j'essaye d'allier en permanence mon activité clinique de reconstruction et mes thématiques de recherche. Mes thématiques de recherche, elles sont sur les déterminants de recours aux soins, les trajectoires de vie des patients avec des maladies rares, la qualité de vie liée à la santé orale, les impasses diagnostiques, les impasses thérapeutiques. Donc, j'ai acquis pendant mes études à la fois une méthodologie quantitative biostatistique et à la fois une méthodologie qualitative avec voilà, une approche mixte de ces questions d'épidémiologie sociale. Donc, j'appartiens donc toujours à cette unité de recherche d'épidémiologie clinique et j'ai eu la chance de faire ma mobilité hospitalo-universitaire dans un endroit à Paris qui s'appelle l'Institut Imagine, l'Institut sur les maladies génétiques, dans une plateforme de data science où on travaille sur des grosses cohortes de patients exclusivement sur les maladies rares et sur une nouvelle manière, plus vraiment nouvelle, mais sur des nouvelles manières d'imaginer l'exploitation des recherches avec des extractions de données structurées, non structurées, de dossiers médicaux, de la similarité entre les patients, de l'intelligence artificielle pour faire de l'aide au diagnostic, de la décision thérapeutique, du comptage épidémiologique, voilà. Donc, c'est des unités où il n'y a pas de dentiste. Je suis la seule dentiste des deux unités où je travaille. J'espère que ces choses évolueront. À l'Institut Imagine, il y a de plus en plus de dentistes dans d'autres unités, dans notre université notamment, qui font de l'immunologie, de la génétique. Et les généticiens, mais ça, Agnès en parlera mieux que moi, les généticiens en génétique médicale adorent travailler avec nous parce que très souvent, le phénotype, les signes cliniques oraux mettent beaucoup les généticiens et les médecins sur la voie d'un diagnostic d'une maladie. Et il y a beaucoup de maladies rares, mais aussi de maladies non rares, où il y a des signes cliniques très particuliers. Donc, on est, Ariane pourra l'expliquer de manière biologique très bien, et Agnès aussi, on est très utile dans les équipes qui travaillent sur les maladies rares. Pour exemple, je participe à une consultation commune à l'hôpital Necker où il y a, sur les maladies osseuses constitutionnelles, où il y a un praticien orthopédiste pédiatrique, la génétique médicale, pardon, et ma présence pour essayer de faire un phénotypage profond des patients et de mettre les patients le mieux possible sur un parcours de soins bucco-dentaires adapté. On va passer à l'autre dia, s'il vous plaît. Donc, mes projets de recherche sont tous autour de la réhabilitation orale du malformatif crânio-maxillofacial, de la qualité de vie générale ou liée à la santé orale, des impasses et trajectoires de soins. Donc, il y a toujours des projets qui nous permettent de travailler sur ces thématiques avec des médecins, avec des généticiens, avec des sociologues. C'est toujours très transversal et c'est très intéressant. Pour vous parler des choses les plus récentes, lors de ma mobilité à l'Institut Imagine, je me suis posé la question de quelle était la prise en compte de la santé orale par les médecins spécialistes des maladies rares qui n'étaient pas dentistes. Donc, j'ai fait une étude en 2 parties, quantitative et qualitative, en méthode mixte, où j'ai analysé, grâce à des grands procédés de séquençage de patients, d'extraction de données, 4000 dossiers de patients, en essayant de voir dans tous les dossiers médicaux, grâce à des processus informatiques, comment les médecins s'occupaient et prenaient en compte la santé orale, quels étaient les déterminants d'une santé orale prise en compte par les médecins et les généticiens. J'ai interrogé dans une étude qualitative voilà, une cinquantaine de patients pour essayer de comprendre quels étaient les freins et les impasses que traversaient les patients dans l'accès à une santé orale de qualité. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Le fait d'être dans un institut aussi riche, avec tellement
de nouveauté et d'ingéniosité, c'est qu'on peut participer à des gros projets de recherche. Enfin, là, on est 2 dentistes à être dans une ANR, qui sont des gros projets de recherche sur le phénotypage profond de maladies crânio-faciales. Voilà. Et travailler avec des médecins, des orthopédistes et des rhumatologues nous permet voilà, de penser à des parcours de soins entre des filières maladies rares. Comment est-ce qu'on peut essayer de prendre les patients au plus tôt de leur maladie pour les mettre dans la meilleure parcours de soins bucco-dentaires sur des maladies où il y a une part orale constitutionnelle très forte, comme les maladies osseuses constitutionnelles. Donc, ça, c'est sur voilà, les projets et les thématiques qui sont les miennes. Sarah, pouvez-vous passer à la... Donc, j'ai fait voilà, petite progression. Voilà, j'ai été nommée maître de conférence en 2018 et j'espère voilà, passer mon HDR l'an prochain et continuer ma carrière. Il y a, comme on le dit souvent, plein de manières de faire de la recherche et il y a des sciences, il n'y a pas de sciences dures et de sciences molles. Il y a des questions qu'on se pose toujours et je parle peut-être à votre place, mais quelle que soit la recherche qu'on fait, la finalité, c'est toujours les patients et leur guérison ou leur accès à une qualité de vie optimale. Et une vie meilleure, c'est un peu nuche, mais c'est quand même quoi qu'on fasse comme discipline. Et dans votre route, je parle aux étudiants, vous rencontrerez des gens qui vont vous dire que c'est pas possible de faire en même temps le cabinet et en même temps le master 2 et en même temps la thèse et en même temps les enfants et en même temps, et en fait, il faut jamais que vous écoutiez les gens qui vous disent que ce n'est pas possible parce que c'est possible, à votre rythme, dans votre temporalité, avec votre style, que tout le monde finira par accepter si il produit des résultats, même s'il est atypique. Et savoir prendre les mains que l'on vous tend et vous dire, tiens, j'ai pensé, quand quelqu'un vous dit, tiens, j'ai pensé à toi pour une idée, et ben toujours dire oui, ouvert, disponible, et voilà, vous pleurerez tout seul et vous serez énervé tout seul et vous vous direz que vous pourrez pas, que vous n'allez jamais y arriver et que vous voulez rester au fond de votre lit, voilà, mais en fait, il faut toujours être disponible et enthousiaste et voilà, c'est tendre les mains que l'on vous tend et vous dire qu'il y a beaucoup de manières de faire de la recherche différentes, avec beaucoup de thématiques et que la santé orale est très riche dans toutes les opportunités et dans toutes les possibilités scientifiques qui s'offrent à nous, de la biologie, de la génétique, de la santé publique, des matériaux, des ingénieurs. 1000 choses sont possibles et toujours en gardant une activité clinique voilà, au plus près du patient. Voilà. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Friedlander. On va passer au témoignage suivant du Dr Meillet, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à témoigner ce jour. Mon témoignage sera beaucoup plus succinct. C'est tout, ce sera comme ça. Donc, je m'appelle Christina Maillet. Je suis actuellement maître de conférence universitaire associé et praticien attaché vacataire. Et je participe actuellement à l'enseignement de la prothèse. Dans mon activité universitaire, j'ai l'occasion d'enseigner la prothèse fixée auprès des étudiants de 2e année au travers de cours magistraux et de travaux pratiques. Concernant mes activités... juste avant, ça va un peu trop vite. Pardon. Concernant mes activités liées au pôle de médecine bucco-dentaire, je possède une activité de formation auprès des étudiants de 4e, 5e et 6e année. Et donc, j'accompagne ces étudiants dans la prise en charge des restaurations prothétiques de leurs patients. Parallèlement, j'ai aussi une activité de soins et je soigne des patients avec des situations parfois un peu plus complexes que pour les étudiants de formation initiale, avec une activité plus axée sur restauration prothétique et esthétique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, mes principales thématiques de recherche qui m'ont amené à être ce jour MCU associé ont d'abord été liées à des stages de découverte de recherche,
donc en Master 1 puis en Master 2. Et ça a concerné différentes thématiques donc, de la dentisterie, notamment donc, une modélisation tridimensionnelle de comblement sinusien à visée implantaire, puis en Master 2, l'étude de crochets réalisés en polymère de haute performance. Actuellement, donc, je suis doctorante, donc, je suis en 4e année et ma thèse d'université porte sur un projet novateur. C'est un procédé plasma non thermique qui vise à stériliser des dispositifs médicaux fragiles qui ne supportent pas d'autres méthodes conventionnelles telles que l'autoclave ou autres techniques avec source de chaleur. Donc, ce projet a été initié par le professeur Marie-Paul Gelé et développé au sein du laboratoire BioAS, dans lequel je suis membre. Et une société, donc la société Aurora, nous aide est devenue porteuse du projet également. Donc, mon étude liée à ma thèse d'université s'inscrit dans ce projet Plaster et ma thématique de travail tourne autour de la candidose sous-prothétique. Donc, dans un premier volet, nous avons étudié les effets de ce plasma non thermique sur une souche de Candida albicans responsable de candidose sous-prothétique. Donc, nous avons pu démontrer une inactivation de cette souche de Candida, d'une souche de Candida par ce procédé. Donc, ça a fait l'objet d'une première publication. Et puis, dans un deuxième volet, j'étudie les effets de ce plasma non thermique sur les propriétés physiques et mécaniques d'une résine pour base prothétique. Donc, pour cela, différents essais sont entrepris, donc des essais plutôt biomatériaux, avec donc, de la flexion 3 points, l'analyse de la dureté, de la rugosité de surface, l'analyse de la stabilité de la teinte, de la stabilité dimensionnelle, et puis ça mêle plusieurs tests, donc c'est assez varié. Parallèlement donc, à ces activités, toujours sur la même diapo s'il vous plaît, merci. Parallèlement donc, à ces activités vraiment de recherche un peu plus fondamentales, j'ai eu l'occasion de participer à une recherche clinique. Donc, c'est une étude observationnelle multicentrique qui a été menée partout en France, qui a été portée par le professeur Brigitte Rogoja et le docteur Franck Lecup, et qui visait à évaluer la qualité des restaurations présentes dans la bouche des patients adultes. Donc, on a accumulé beaucoup de données et il y a déjà quelques articles qui sont parus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pour résumer très succinctement, lors de ma formation initiale, j'ai suivi des unités d'enseignement et un stage de Master 1, dont l'objectif premier de passer donc, le certificat d'études cliniques spéciale, donc mention orthodontie, le SEXMO, qui n'existe plus actuellement. Et puis, durant cette formation initiale, j'ai découvert vraiment ce qu'était le métier que chirurgien-dentiste, qui m'était complètement inconnu. Et finalement, j'ai apprécié les différentes disciplines, et notamment avec un attrait plutôt vers la prothèse. Donc, à la fin donc, de ces années d'études en 2012, j'ai exercé en milieu libéral, mais intéressée donc, par le milieu hospitalo-universitaire, j'ai eu l'occasion de postuler à un poste d'assistant hospitalo-universitaire. Et durant ces années d'assistanat et d'exercice libéral, j'ai pu valider le diplôme de master. Le but étant, finalement, de m'orienter vers une carrière hospitalo-universitaire qui me plaisait, donc par toutes ces thématiques et ces projets variés d'enseignement, de recherche et d'encadrement clinique. Et donc, la thèse d'université s'est présentée à moi grâce avec un sujet d'études qui a été précédemment décrit, qui m'a beaucoup plu. Donc, j'ai saisi cette main tendue, ce projet qu'on me proposait, et j'ai décidé d'arrêter mon exercice libéral. Donc, j'ai pu continuer d'exercer mes fonctions d'AHU non plus en tant qu'AHU, puisque mes années d'assistanat étaient terminées, mais en tant qu'assistant universitaire associé et praticien attaché vacataire, puis maintenant MCU associé. Donc j'espère, dans les mois prochains, réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour concourir et devenir MCU-PH, je l'espère, à la rentrée de septembre 2023. Voilà, je vous remercie d'avoir prêté attention à mon parcours. Parfait, merci beaucoup. On passe maintenant au docteur Trompezo, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, bonjour à tous, merci de m'accueillir, merci pour l'invitation et merci pour l'organisation. Alors, je suis très heureux d'être là parce que j'ai en plus, je pense, un profil un petit peu atypique. J'ai envie de dire que je fais partie d'une espèce en voie de disparition pour laquelle aucun plan de sauvegarde n'a été entrepris. En effet, je suis, vous pouvez passer à la diapositive s'il vous plaît, maître de conférence à temps partiel. Et donc, j'ai été nommé en 2012. Et depuis 2012, malheureusement ou pas, j'en sais rien, enfin, en tout cas pour moi, malheureusement, il n'y a plus possibilité d'avoir de maître de conférence à temps partiel. Donc, j'ai été d'abord assistant et puis ensuite attaché avant d'être nommé donc, en 2012. Et donc, en parallèle de cette activité hospitalo-universitaire, j'ai également une activité libérale, qui était une activité libérale en omnipratique et que j'ai ensuite transformée pour un exercice restreint à l'odontologie pédiatrique. Et donc, je suis MCU en odontologie pédiatrique. En parallèle de ces activités, je suis également membre du CNU et puis vice-président de la Société française d'odontologie pédiatrique. Et puis, bien sûr, j'ai un parcours recherche que je vais vous détailler un petit peu. Et aujourd'hui, je suis dans l'équipe de Toulouse, l'équipe Evolsan, évolution et santé orale, où on travaille beaucoup sur l'analyse des pratiques. Et c'est dirigé pour cette partie-là par le professeur Olivier Hamel. Je vous laisse passer la diapositive, si vous voulez bien. Donc, les différents intervenants précédents parlaient de deux mots qui me paraissent importants, qui sont l'envie et les rencontres. Et effectivement, au début, je ne savais pas du tout que j'allais forcément aller vers ce parcours-là. Par contre, j'avais envie de faire de l'anatomie et de l'éthique. C'était les deux choses qui m'intéressaient. Et donc, avant les Master 1, il y avait des MSBM, enfin une MSBM qui se faisait par le biais de 3 certificats. Et donc, j'ai fait un certificat d'anatomie pour faire la dissection et un certificat d'éthique. Et puis, finalement, pour finir cette MSBM, il n'en manquait plus qu'un. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait environnement et santé. À l'époque, ça ne m'avait pas forcément intéressé. Et puis finalement, avec le recul, je me rends compte que j'avais travaillé sur les dioxines et les perturbateurs endocriniens et qu'aujourd'hui, ça a beaucoup de résonance dans mon exercice pratique, notamment par rapport aux questions d'hypominérisation molaire et incisive. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Christian Hervé au laboratoire d'éthique médicale de Paris-Descartes. Et j'ai entrepris un Master 2 sur le soin sous condition en odontologie pédiatrique. En fait, l'idée était de s'intéresser aux enfants qui étaient victimes de caries précoces de la petite enfance, qui étaient pris en charge sous anesthésie générale et pour lesquels il y avait énormément de récidives après les anesthésies générales, parce que malheureusement, ils n'adhéraient pas et ne répondaient pas à toutes les mesures d'hygiène bucco-dentaire et alimentaire qui étaient proposées. Et donc, on avait travaillé sur cette question du soin sous condition. Alors, là aussi, ça a provoqué des rencontres différentes parce que quand j'ai communiqué autour de ce sujet, que ce soit lors des congrès de la Société française d'odontologie pédiatrique ou par le biais d'articles, j'ai eu des réactions, pour certaines, assez véhémentes. Et ce qui m'a permis de rencontrer, alors notamment, je pense à certaines collègues parisiennes qui aujourd'hui sont devenues des amies, mais que j'ai connues au départ par ce lieu du conflit, parce que l'éthique, c'est bien le lieu du conflit. Mais l'intérêt de la recherche en éthique, c'est d'aborder énormément de questions avec une confrontation qui, somme toute, est positive et permet d'avancer. Donc, j'ai rencontré des gens très intéressants aussi par ce biais-là. Et suite à ce Master 2, eh bien, on a montré que ce soin sous condition pouvait apporter parfois des solutions, mais bien sûr que ce n'était pas une solution pour les enfants qui étaient véritablement en situation de vulnérabilité. Et donc, on a travaillé ensuite sur la représentation de la carie précoce du jeune enfant comme maladie chronique dans le cadre donc, des patients à risque, dans les groupes à risque, et pour aboutir finalement à l'éducation thérapeutique de patients. Donc, c'était en 2010-2011, même si aujourd'hui on parle d'éducation thérapeutique partout, c'était tout à fait novateur à l'époque, puisqu'on était quand même très en retard par rapport à ce qui se faisait au niveau médical. Et par le biais de cette reconnaissance comme maladie chronique dans les groupes à risque, eh bien, on a pu montrer l'intérêt de cette éducation thérapeutique et, diapositive suivante, s'il vous plaît, en trouver des applications pratiques
puisque à la suite de ce travail, eh bien, au niveau du service d'odontologie, on a monté un programme qui s'appelle Éducat d'enfants et qui a été un des premiers programmes en médecine bucco-dentaire à être labellisé par les ARS. Donc, ça montre que cette recherche, alors qui n'est pas une recherche de paillasse, hein, qui est une recherche à la fois qualitative et quantitative basée sur l'analyse des pratiques, eh bien, va avoir derrière des applications cliniques immédiates pour nos patients. À l'issue de cette thèse, j'ai été chercheur associé dans le laboratoire et malheureusement, et ça c'est un des écueils aussi, enfin parfois il y a des difficultés dans les parcours. Moi, ma difficulté a été le fait que le laboratoire, malheureusement avec le départ du professeur Christian Hervé, a perdu un petit peu en capacité, les odontos n'avaient plus trop leur place et donc finalement, j'ai été un petit peu sans laboratoire pendant 2-3 ans avant finalement de m'intégrer dans le laboratoire Evolsan avec le professeur Olivier Hamel qui faisait également partie à l'époque du laboratoire d'éthique médicale de Paris. Alors, ça a mis un petit peu un frein dans la suite de mon parcours, puisque dans la préparation de mon HDR, j'avais déjà avancé tant au niveau des publications que des co-directions de thèse ou de M2. Mais aujourd'hui, eh bien, j'ai un laboratoire qui va me permettre d'avancer dans cette dimension. À côté de ça, je fais également de la recherche clinique au sein du service d'odontologie. Alors, pour différents types de recherche, il y a eu l'étude DECAT, notamment, sur l'éviction partielle ou totale, notamment sur les lésions profondes. Il y a eu une étude sur le méopare, une étude sur des coiffes préformées métalliques versus des coiffes zircones. Voilà, donc il y a beaucoup aussi de facettes dans notre exercice qui permet de faire de la recherche, qu'elle soit clinique ou plus fondamentale. Et puis, dernier point, je fais également partie du réseau RICOL, qui est un réseau de recherche à destination des libéraux. Et je me permets d'en parler parce que pour les étudiants qui sont présents, peut-être que vous ne ferez pas tous de la recherche dans un parcours qui vous mènera vers une voie universitaire, mais même en libéral, vous avez énormément finalement de possibilités pour vous impliquer dans ces projets-là, pour être investigateur au sein de vos cabinets et donc améliorer les pratiques, ou en tout cas tenter de les faire évoluer et participer à la recherche odonto française, voire internationale. Donc voilà, je pense que, et à l'image des autres parcours, la recherche permet effectivement beaucoup d'épanouissement. C'est sûr que ce n'est pas simple tous les jours, mais il faut avoir envie. Et quand on a envie et qu'on peut se faire plaisir, Casu parlait tout à l'heure de s'éclater, mais je pense que c'est exactement ça. Si on part avec cette idée-là, eh bien, non seulement on se fait plaisir, on avance aussi dans son projet professionnel et puis on permet d'amener sa pierre à l'édifice pour la recherche française et internationale. Donc, c'est vraiment très gratifiant et très épanouissant. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. On va maintenant passer au docteur Dott, s'il vous plaît. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Gauthier Dott, je suis chef de clinique à temps partiel en orthopédie dentofaciale à l'heure actuelle à l'université Paris-Cité et puis à la Pitié-Salpêtrière. Je vais passer la diapo. Au niveau de mon parcours, en fait, j'ai été interne donc, en orthodontie pendant 3 ans, entre 2014 et 2017 à la Pitié. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir, pendant l'internat, effectuer en parallèle un Master 2, qui est en fait un Master 2 qui s'appelle BME Paris, qui est pour BME, c'est pour Biomedical Engineering, donc axé vraiment sur l'ingénierie biomédicale, qui est destinée en fait à la fois à des ingénieurs et puis il y a un parcours un petit peu plus spécifique en biomécanique qui est en fait destiné aux cliniciens et donc qui est adapté en fait pour souvent des internes, surtout en chirurgie de type orthopédie ou
surtout des orthopédistes qui font ça sur 2 ans. Donc, en fait, avec les enseignements qui sont généralement un jour par semaine, et ensuite, on a le projet de recherche en parallèle. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir être libéré au niveau de l'hôpital pour pouvoir faire ce master en parallèle. Donc, c'était vraiment une belle opportunité. Et depuis la fin de mon internat en 2017, j'ai travaillé en libéral pour voir aussi ce que c'est l'exercice de l'EDF en libéral. Je pense que c'est vraiment important de voir d'autres choses que uniquement l'exercice hospitalier. Et puis, ça apprend aussi énormément. Et j'ai commencé ma thèse de sciences il y a 3 ans, que je vais terminer prochainement aux Arts et Métiers à Paris. Je vais vous en parler un petit peu après. Et je suis assistant donc depuis un petit peu plus de 6 mois. Et donc les recherches, bon, des très grandes lignes, mais voilà, pour donner un petit peu une vision peut-être différente de ce qui est présenté jusqu'à maintenant. Des recherches, on travaille principalement sur l'automatisation du traitement des imageries 3D. Donc, en fait, je suis en collaboration avec des ingénieurs donc au sein d'un laboratoire de biomécanique. Et donc, voilà, à partir des coupes natives, donc scanner, on automatise la reconstruction, donc la segmentation des images. Ça donne des images, comme vous pouvez voir, la deuxième image en partant de la gauche. Et puis ensuite, on cherche à automatiser en fait le placement des points céphalométriques 3D. Donc, peut-être que vous avez très probablement connu ce que c'était que la céphalométrie 2D où on place les points manuellement là, sur les téléradiographies de profil. Donc l'idée, c'est d'adapter en fait cette céphalométrie aux imageries 3D. Sauf que comme c'est un petit peu plus compliqué de placer les points sur les images 3D et que ça prend plus de temps que sur les radios planes, pour le moment, c'est pas vraiment développé et on pense que si on peut automatiser ce procédé, on arrivera en fait à développer des nouvelles analyses. Voilà, surtout pour les patients qui présentent des anomalies très importantes. Donc là, par exemple, ce sont des patients qui vont être opérés d'une chirurgie orthodontique. Et donc, à partir du placement de ces points, on peut ensuite faire des analyses géométriques, on peut planifier les chirurgies, etc. Et donc, ces étapes d'automatisation, ça se fait par des algorithmes d'intelligence artificielle, des algorithmes d'apprentissage profond. Et voilà, on a des résultats qui sont assez sympas. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est quand même une recherche qui est assez appliquée, en lien quand même avec ce que je fais tous les jours en clinique. Voilà, la manipulation des images 3D, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours en clinique, donc c'est assez sympa. Et on peut passer à la diapo suivante, parce que donc, quand on réfléchit un petit peu à qu'est-ce qui m'amène là, je pense vraiment l'internat a été vraiment très important parce que voilà, d'être immergé à temps plein à l'hôpital, d'être encouragé à aller creuser la littérature, aller en congrès internationaux, rencontrer des gens, même des autres facs lors des séminaires. Je pense que c'est quelque chose qui a été assez essentiel dans le choix de continuer ce parcours. C'est sûr que ça développe vraiment beaucoup la curiosité scientifique et puis ça développe aussi l'investissement à l'hôpital parce que d'être à temps plein à l'hôpital, finalement, voilà, on se sent plus proche, je pense, voilà, vraiment du fonctionnement hospitalier et puis on a envie de l'améliorer et puis on comprend peut-être aussi plus les difficultés qui peuvent être frustrantes. Et autre chose, je pense, c'est vraiment le Master 2 que j'ai pu suivre et que j'ai trouvé très sympa parce que voilà, ça change un petit peu de ce qu'on voit tous les jours. Comme Lisa disait, c'est vrai que là aussi, j'étais le seul dentiste, bon, malheureusement, hein, mais voilà, ça fait voir d'autres choses. Ça permet de discuter avec des ingénieurs qui vont avoir des visions assez différentes des choses très souvent. Et l'idée, c'est en fait de former les ingénieurs à penser un petit peu plus, entre guillemets, comme des cliniciens, et puis les cliniciens à penser un petit peu plus comme des ingénieurs pour réussir à monter des projets communs. Et donc ça, j'ai trouvé que l'approche était vraiment super sympa. Et en plus, c'est très en lien avec l'exercice de l'EDF sur l'aspect biomécanique.
Et donc, voilà, je pense que ce qui doit être vraiment clé, c'est de trouver des thèmes de recherche qui motivent, plus aussi des thèmes de recherche d'actualité, c'est quand même plus stimulant aussi. Et puis, bon, évidemment, l'intérêt pour un exercice hospitalier, l'intérêt pour l'enseignement, c'est des choses essentielles qui motivent à continuer dans la carrière. Mais je pense qu'ensuite, chacun, on le voit bien avec les présentations qui ont été montrées jusque-là, chacun trouve en fait la clé de sa motivation. Et en fait, il y a vraiment énormément de parcours possibles pour arriver au final au poste hospitalo-universitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. On va passer maintenant au docteur Baudet, s'il vous plaît. Ouais, bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Alexandre Baudet, je suis maître de conférences associé et praticien attaché sur Nancy. Alors, diapo suivante. Alors, pour reprendre un petit peu mon profil hospitalo-universitaire, donc il y a vraiment 3 volets quand on est en hôpital universitaire. Donc, sur le volet hospitalier, moi, je travaille dans le service d'odontologie au niveau des urgences bucco-dentaires. Donc ça me prend 2 jours et demi par semaine. Quand on est en hôpital universitaire, on a 2 jours et demi de vacations hospitalières. Donc c'est quand même la moitié de la semaine où on est avec nos patients. Et donc là, sur cette activité-là, c'est surtout de l'encadrement finalement des externes. Donc vous, les étudiants, quand vous êtes en stage à l'hôpital, pour l'encadrement de votre activité à l'hôpital. En plus de cette activité en odontologie, moi je travaille aussi avec l'équipe opérationnelle d'hygiène du CHU. Donc là, c'est une activité un peu plus transverse sur des protocoles d'hygiène, à la fois pour le service d'odontologie, mais aussi avec d'autres services de soins sur lesquels je vais travailler avec l'équipe d'hygiène. Le deuxième volet de notre activité, quand on est en hôpital universitaire, ça va être l'enseignement. Donc là, dans l'enseignement, je suis à la faculté dentaire de Nancy et je suis dans le département de santé publique. Et donc, pour les enseignements, mon domaine principal d'enseignement, c'est l'hygiène et l'asepsie, c'est tout ce qui est prévention des infections associées aux soins. Mais je participe aussi aux enseignements d'éducation à l'hygiène orale, donc c'est le brossage des dents, le passage des brosses interdentaires. Je participe aussi aux cours d'épidémiologie, à la lecture critique d'articles et puis à d'autres enseignements dans le domaine de l'initiation à la recherche. Donc ça, l'enseignement, ça me prend 120 heures par an. Donc, il faut compter à peu près 100 heures pour moi de formation initiale. Donc ça, c'est les cours que je donne aux étudiants, enfin vous, du coup, en dentaire, mais aussi en médecine, en maïeutique, en pharmacie, les manipulateurs radio. Enfin, du coup, c'est une activité d'enseignement qui est bien plus vaste, sur l'ensemble des professions de santé. Et puis, à peu près une vingtaine d'heures sur la formation continue. Donc là, c'est quand vous êtes déjà diplômé et que vous revenez sur les bancs de la fac ou vous faites des formations privées. Et du coup, vous avez des enseignements qui sont possibles aussi pour vous spécialiser dans certains domaines. Donc ça, l'enseignement, ça prend quand même pas mal de temps, parce que finalement, 120 heures par an, c'est pas grand-chose, mais bon, il faut penser aussi à tout le temps de préparation des cours, qui sont quand même assez longs, et puis après, préparer vos questions d'examen, et puis la correction de vos questions d'examen aussi, qui prennent du temps pour les enseignants. Donc ça, c'est bien à prendre en compte dans le parcours hospitalo-universitaire. Et puis enfin, le troisième axe, c'est la recherche. Donc là, dans la recherche, moi, je fais partie d'une unité de recherche en santé publique sur Nancy, et je travaille sur un axe de recherche qui est dédié à la lutte contre l'antibiorésistance. Diapositive suivante. Donc sur ce travail de recherche, moi, ma formation initiale, elle est en santé publique environnementale. Donc j'ai travaillé pas mal, je travaille toujours sur tout ce qui est contamination microbiologique des environnements de soins. Donc à la fois les contaminations au niveau de la contamination microbiologique de l'eau, donc l'eau des unités de soins dentaires. Au niveau de l'air aussi, je travaille sur l'air intérieur en structure de soins, que ce soit sur les cabinets dentaires, les cabinets de médecine, les pharmacies, les EHPAD, les hôpitaux, tout ce qui va être contamination microbiologique de l'air des environnements de soins et aussi leur pollution chimique. Et puis enfin, je travaille sur la contamination microbiologique des surfaces dans ces environnements de soins aussi. Donc c'est vraiment, moi, mon domaine, c'est l'hygiène et l'asepsie. Donc c'est évaluer finalement la contamination, que ce soit de l'eau, de l'air et des surfaces dans les établissements de santé, et puis voir comment on peut améliorer cette situation pour éviter qu'il y ait des patients qui tombent malades, qu'il y ait des infections chez les patients. Donc ça m'a fait poursuivre sur l'axe d'antibiorésistance, puisque pour lutter contre l'antibiorésistance, donc c'est le fait que les bactéries vont développer des mécanismes pour résister au traitement antibiotique. Eh bien, il y a plusieurs axes pour lutter contre cette antibiorésistance, et il y en a une qui est sur les mesures d'hygiène et de prévention des infections associées aux soins. Donc ça, c'était vraiment tous mes travaux de recherche initiaux. Et puis maintenant, je travaille aussi sur un axe de bon usage des antibiotiques. Donc là, c'est finalement, vous, quand vous prescrivez des antibiotiques, c'est vraiment les prescrire que quand c'est indiqué, et puis bien les prescrire avec bonne molécule, bonne dose. Du coup, faire une bonne prescription antibiotique juste quand c'est nécessaire. Donc ça, maintenant, ça fait partie des 2 axes de recherche que j'ai actuellement. Et puis enfin, en recherche, je me mets aussi un petit peu en épidémiologie, mais là, c'est plus avec les étudiants qui font leurs tests d'exercice, où j'encadre, comme j'ai des compétences en méthodologie, en statistique, ça permet d'encadrer des thèses et de faire des petites études qu'on peut publier, par exemple, dans le domaine de l'odontologie du sport. Et donc ça, vous pouvez le faire, vous, quand vous êtes étudiant, on verra avec vos directeurs de thèse pour peut-être mener des petites études
qu'on peut après publier pour valoriser un petit peu ce travail de recherche qui est sympathique à faire quand on est étudiant. Diapositive suivante. Et enfin, pour y avoir une vision de mon parcours hein, et qu'est-ce qui m'a amené à ma carrière hospitalo-universitaire. Donc moi, ma thèse d'exercice, je l'ai eu il y a 7 ans, c'était en 2015. Clairement, quand j'ai eu ma thèse, je pensais vraiment pas revenir à la fac. Hein. J'étais content de partir en libéral. Enfin, mes 6 années d'études m'avaient bien plu, mais j'étais vraiment content de partir et d'aller exercer en libéral. Et donc, j'ai fait à peu près 2 ans de collaboration libérale. Et puis, lors de ma 2e année, je me sentais moins bien dans le domaine de la prothèse fixée. Donc, je suis revenu faire une formation continue, donc un CES sur ma fac. Et puis, à ce moment-là, on m'a dit, tu viens une demi-journée par semaine faire ta formation continue. Tu pourrais rester la journée complète et venir à l'hôpital comme praticien attaché. Donc, j'ai dit OK. Puis, au bout d'un moment, on m'a dit, tu pourrais peut-être venir une journée de plus comme assistant hospitalo-universitaire à temps partiel. Bon, j'ai dit OK, pourquoi pas, ça me permet de faire le libéral et puis l'activité hospitalo-universitaire en plus de ma formation. Et puis finalement, au bout de l'année, quand j'ai eu mon CES de prothèse, on m'a dit, si tu veux, tu peux passer à temps plein. Et j'avoue que le libéral, j'aimais beaucoup ça, mais je trouvais que c'était un petit peu routinier, et c'était moins stimulant intellectuellement que ce que je pouvais avoir du côté hospitalo-universitaire, parce que c'est très enrichissant finalement d'être au contact des étudiants. En tout cas, je trouve, on vous posait toujours plein de questions, et donc du coup, on est obligé de faire des recherches en permanence pour se tenir au courant de plein de choses, et je trouve ça super intéressant, que ce soit sur l'enseignement, l'encadrement à l'hôpital, et puis après, j'ai découvert la recherche aussi qui pousse à aller chercher de nouvelles compétences et en permanence, et donc à se remettre en question tout le temps. Donc ça, c'est hyper enrichissant intellectuellement. Donc finalement, j'ai validé ma formation continue en prothèse et je n'ai plus jamais fait de prothèse de ma vie. Donc finalement, ce diplôme-là, c'était juste une opportunité pour un parcours hospitalo-universitaire. Et quand je suis passé à temps plein, après, comme je savais que c'est ça qui me plaisait, j'ai dû franchir les différentes caps universitaires, donc avec un Master 1 puis un Master 2 en santé publique environnementale. Après, j'ai fait un DU en hygiène et prévention des infections associées aux soins, parce que c'est vraiment ça qui me botte le plus. Et puis ensuite, je suis entré en doctorat. Donc là, je suis toujours doctorant. Pour l'instant, je suis en 2e année de ma thèse d'université. Et j'espère la soutenir d'ici à peu près 2 ans. Et donc, je suis validé un DU en statistique. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de compétences en fait, qu'on a besoin quand on fait un parcours de recherche. Donc, on a les formations avec les masters, les DU, pour remonter son niveau de compétences au niveau scientifique pour pouvoir mener la recherche. Et donc, après, mon assistanat, ça a duré que 4 ans. Donc, au bout des 4 ans, j'ai eu un poste d'enseignant contractuel pendant quelques mois, le temps de faire la jonction pour un poste de maître de conférence associé. Donc, c'est ce que je suis actuellement. Et puis, à la rentrée prochaine, je passerai MCEPH, parce que j'ai passé mon concours il y a quelques semaines. Donc, j'aurai le poste de maître de conférence à la rentrée prochaine. Donc voilà, donc pour dire que finalement, moi, j'étais pas du tout prédestiné à faire de l'hospitalo universitaire. Hein. Quand j'ai fini mes études, je pensais vraiment faire une carrière libérale. Et en plus, ça me plaisait bien. Mais finalement, quand on remet les pieds à la fac, on se rend compte qu'il y a plein de choses super intéressantes à faire. Et puis, le parcours hospitalo-universitaire, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a 3 volets. Et finalement, moi, toutes les semaines, j'ai 3, voire même 4 ou 5 métiers. On a plein de casquettes. Finalement, tous les jours, on a l'impression de faire quelque chose de différent. Donc, c'est vraiment ça qui est hyper stimulant et hyper enrichissant. Voilà, et j'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup. On va passer à la dernière présentation. Donc là, c'est le Dr Young qui n'a pas pu être présente malheureusement, mais elle nous a fait un petit PowerPoint commenté. Alors, ça charge. J'espère que vous pourrez tous bien voir et entendre. N'hésitez pas à me le dire dans le chat si jamais il y a des bugs. Je lance la vidéo. Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir proposé de participer à ce webinaire et je m'excuse de ne pas avoir pu être parmi vous ce soir étant déjà engagée par ailleurs. Donc, je suis Sophie Young, je suis maître de conférence des universités et praticien hospitalier en biologie orale à Strasbourg et je vais tout d'abord vous présenter mon profil hospitalo-universitaire et de recherche de carrière. Donc, j'effectue mon activité hospitalière au sein du pôle de médecine et de chirurgie bucco-dentaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg, avec une activité qui s'inscrit d'une part au sein de l'unité fonctionnelle d'odontologie pédiatrique. Je m'occupe plus particulièrement du parcours patient dédié aux enfants atteints d'un cancer pédiatrique. Et d'autre part, j'ai également une activité au sein du centre de référence maladies rares orales et dentaires, et cette activité est particulièrement axée vers les pathologies dites immunitaires. J'ai notamment contribué à la mise en place d'une consultation qui est dédiée aux patients atteints d'une sclérodermie systémique. Enfin, je coordonne un projet d'éducation thérapeutique du patient, le projet Dentora Réduc, qui est destiné aux patients atteints d'une maladie dentaire rare.
Concernant mon activité d'enseignement, je l'effectue au sein de la faculté de chirurgie dentaire Robert Frank de l'Université de Strasbourg, avec des enseignements plus particulièrement axés vers les domaines de l'immunologie clinique, l'anatomie pathologique et l'odontologie pédiatrique. J'interviens également en licence 1 Sciences pour la santé dans le cadre de la préparation aux projets professionnels personnalisés et je m'intéresse également à la simulation médicale. Enfin, j'effectue mon activité de recherche au sein de l'unité INSERM 1109 immunorhumatologie moléculaire dans le groupe du professeur Soulas Proel qui s'intéresse à l'homéostasie lymphocytaire et aux facteurs étiologiques de l'auto-immunité. J'ai à la fois une activité de recherche fondamentale et une activité de recherche clinique. Alors concernant la recherche fondamentale, j'ai tout d'abord réalisé un Master 2 Vie et Santé en immunologie que j'ai poursuivi par un doctorat en sciences de la vie et de la santé, spécialité aspects moléculaires et cellulaires de la biologie. Alors durant ce Master 2 et ce doctorat, je me suis particulièrement intéressée au rôle joué par les agents infectieux dans le déclenchement des maladies auto-immunes. Alors pour étudier cette problématique, j'ai utilisé différents modèles de souris transgéniques que j'ai infectés avec des agents infectieux et j'ai ensuite étudié le devenir des cellules autoréactives au sein de ces modèles murins. Ensuite, après ma thèse, j'ai effectué un post-doctorat lors de ma période de mobilité recherche. Je suis allée à Freiburg en Allemagne et j'ai intégré le centre des déficits immunitaires chroniques. Et j'ai à ce moment-là travaillé sur un déficit immunitaire d'origine génétique, le déficit en protéines LRBA. Alors j'ai eu l'occasion de caractériser la première cohorte de patients atteints de ce déficit en LRBA, mais également d'étudier le modèle de souris qui est knockout pour cette protéine. Depuis mon retour à Strasbourg, j'ai essayé de combiner ces deux thématiques de recherche et je m'intéresse actuellement à la physiopathologie des déficits immunitaires primitifs qui sont associés à une auto-immunité. Et dans le futur, je souhaite développer la thématique de l'immunité orale, notamment à travers l'étude de patients qui présentent un déficit immunitaire primitif avec phénotype buccal sévère. Concernant mon activité de recherche clinique, celle-ci est dédiée à la sclérodermie systémique. Je suis l'investigateur de 2 projets de recherche clinique. Tout d'abord l'étude sclérorale qui s'intéresse aux manifestations bucco-dentaires de la sclérodermie systémique via une analyse des manifestations à la fois cliniques, radiographiques et biologiques qui sont spécifiques à cette pathologie. Et la deuxième étude, l'étude sclérobleurose que nous venons de débuter récemment et qui vise à évaluer l'impact de l'utilisation d'une instrumentation d'hygiène bucco-dentaire spécifique sur l'état gingival des patients atteints de sclérodermie systémique. Je vais terminer en vous présentant le parcours qui m'a permis d'accéder à la carrière hospitalo-universitaire. J'ai effectué mon internat à Strasbourg entre 2005 et 2008 et je m'intéressais déjà à ce moment-là à la thématique de l'immunologie. J'ai assisté à une conférence grand public sur les maladies auto-immunes et j'y ai rencontré le professeur Pasquali, qui était le chef du service d'immunologie clinique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. En mentionnant le fait que je souhaitais réaliser un Master 2 à l'issue de mon internat, il m'a fortement encouragée à intégrer le Master 2 immunologie. À l'issue de l'internat, j'ai obtenu une année lauréat de l'internat, ce qui m'a permis de valider ce Master 2. Ensuite, à l'issue de cette année recherche, j'ai pu poursuivre mon Master 2 par une thèse de sciences, tout en conservant une activité clinique, puisque j'ai obtenu un poste d'assistant hospitalier universitaire à temps plein en sciences biologiques. J'ai ainsi soutenu ma thèse en 2013. J'ai ensuite rapidement obtenu un poste de MCU-PH à temps plein en biologie orale et dès ma titularisation en 2015, j'ai pu effectuer ma mobilité recherche sous la forme d'un post-doctorat de 18 mois à Freiburg en Allemagne.
De retour à Strasbourg en 2017, comme je vous l'ai dit, j'ai développé cette thématique de recherche dédiée au déficit immunitaire avec auto-immunité. Puis en 2020, j'ai soutenu mon habilitation à diriger des recherches. Enfin, récemment, en mai 2022, je me suis présentée au concours de PUPH. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions par mail. Alors, je tiens à remercier tous les intervenants, si ça veut bien passer la diapositive. Et on va passer tout de suite donc à la table ronde. Hop. Moi, je voudrais insister et remercier Sarah de la mise en forme uniforme que vous avez tous vue, parce que finalement, tout le monde a joué le jeu et ça a permis effectivement de mieux lire un peu tout ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les étudiants, toutes ces histoires qu'on leur raconte, est-ce que cela leur évoque des éléments? Et j'aimerais que dans la table ronde, s'adjoignent deux doyens qui ne sont pas mentionnés sur la diapositive. Excusez-moi, c'est mon étourderie. Professeur Florent Meyer, je commence par les extérieurs de l'université à Strasbourg, et le professeur Vianney Descroix, les plus proches étant ceux que j'oublie d'abord, et qui ne sont pas sur cette diapositive, et qui sont bien évidemment des membres invités pour animer cette table ronde. On pourrait peut-être justement mentionner ces questions. Et donc, est-ce que les étudiants ont des questions qu'ils posent dans le fil de la conversation? Sarah? Pour le moment, il n'y a aucune question dans la discussion, donc n'hésitez pas à les poser ou à prendre directement la parole sur le Zoom. On va peut-être, le temps que les étudiants se mettent en route. Ah, il y a une question peut-être. Peut-être donner la parole justement aux doyens donc, des régions qu'on avait impliquées. Et donc, Pierre Millet, Caroline Delphos, Florent Meyer et Vianney Descroix pourraient peut-être un petit peu apporter un complément. Pierre? Oui, pourquoi pas, oui. Merci. Alors oui, je rebondis sur le premier message qui a été noté. Merci pour cette, Ariane, pour cette belle journée. Aussi, merci à l'équipe étudiante qui s'est positionnée. Alors, on voit que dans les différents candidats qui ont été, enfin les différents intervenants qui ont été choisis aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas un parcours qui ressemble à un autre. Il y a vraiment une très grande différence. Le point commun, c'est sûrement l'absence de prédestination. Quand on commence des études d'odontologie, quand on termine les études d'odontologie, on n'est pas forcément complètement convaincu qu'on va être enseignant et c'est quelque chose qui vous arrive comme ça. Mais malgré tout, ça se prépare. Ça se prépare et en cours d'études, si on est capable de s'approcher à un moment donné d'un enseignant, d'une équipe de recherche, d'une unité d'enseignement, de master, d'un projet de recherche clinique, c'est à ce moment-là que ça démarre et on se trouve tellement bien dans ce dispositif qui fait que les choses s'enchaînent derrière, alors quelquefois sur quelques années, quelquefois sur un plus grand nombre d'années. On a vu des associés qui ont dû poursuivre l'assistanat pour arriver à faire aboutir leur projet, mais on est tellement bien qu'on n'a pas envie d'en partir. Donc voilà, la multiplicité des possibilités de recherche, la multiplicité des dossiers, la multiplicité des parcours, internes ou pas internes, temps plein ou pas temps plein. Enfin voilà, j'avais noté plein de choses, mais je pense que chacun peut monter son parcours un peu à sa façon. Le tout, c'est d'en parler aux enseignants et de montrer à un moment donné qu'on existe, qu'on a envie. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. On n'a pas parlé du pilotage parce que là, les étudiants seraient carrément avec un marteau sur la tête. Et effectivement, ça peut conduire à des activités d'organisation qui sont très passionnantes. Caroline peut peut-être intervenir, s'il te plaît? Oui, alors je ne vais pas revenir sur ce que Pierre a dit, auquel je souscris tout à fait. Moi, je vais juste essayer de retenir quelques
point commun aux différentes interventions. Ce qui a été mentionné en règle générale, c'est qu'il faut avoir une curiosité quelque part. Alors, elle est parfois cachée, mais parfois, comme l'a dit Pierre, hein, elle se révèle. Et la notion de rencontre aussi, quasiment tout le monde, je pense, a dit à un moment, j'ai rencontré telle ou telle personne, et là, le déclic s'est produit. Et si on réfléchit bien, je pense qu'on a tous rencontré soit un étudiant ou un jeune collègue et on a peut-être eu des paroles qui ont semblé anodines, mais quelques années après, on nous dit ah, mais vous vous souvenez quand vous m'avez dit telle chose, et ben finalement c'est ça qui m'a posé réflexion et qui m'a incité à aller dans une voie ou dans une autre. Donc, curiosité, rencontre et également persévérance, parce qu'on a vu, hein, certains parcours ne sont pas rectilignes. Il y a des temps parfois qui peuvent paraître comme des pauses. Alors, parfois, c'est des remises en question. Parfois, c'est le destin qui fait que ça ne se goupille pas vraiment comme on veut. Mais c'est ce que je retiendrai des différents exemples. Et un grand merci pour avoir montré cette variété, parce que c'est vrai que la recherche, on a parfois beaucoup tendance à la restreindre à vraiment à la recherche sur des souris ou sur, je sais pas, différents supports, à voir ça comme quelque chose de rébarbatif. Et là, je pense que ça a clairement, cette réunion aujourd'hui a clairement montré qu'il y avait vraiment des profils variés, des thématiques variées. Et si ça peut donner l'envie à même uniquement quelques-uns des étudiants qui ont pu assister aujourd'hui, je pense que l'objectif est déjà rempli. Et en réitérant ça, on fera des petits de partout et on arrivera à avoir de la recherche qui va se faire. Alors, soit pour son compte personnel, parce que ça a été dit aussi, hein, la recherche, ce n'est pas réservé à l'enseignement. Ça peut servir aussi à s'épanouir en libéral. Et si, ma foi, ça peut venir grossir nos effectifs, et on sera gagnant aussi sur ce plan-là. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Caroline. On va donner la parole à Florent Meyer. Merci beaucoup, Ariane. Alors, effectivement, moi, je suis ravi de voir la multiplicité des parcours qui ont été présentés aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ça la recherche en chirurgie dentaire et tout a été dit en fait par mes prédécesseurs, par les gens qui ont présenté. Les parcours sont très bien. Enfin, peut-être là où j'aimerais mettre le point, c'est que ça peut paraître long aux étudiants parce qu'on leur dit qu'il faut faire un M1, ensuite il faut faire un M2, ensuite il faut faire une thèse. En fait, tout ça, quand on est curieux, qu'on a envie, ça se passe très bien et très facilement. Enfin, et finalement, on voit pas le temps passer. 3 ans de thèse, ça passe très vite. Des fois, c'est trop rapide même. On a envie de pouvoir encore avoir une année en plus. Donc, faut pas avoir peur parce que finalement, c'est du travail, c'est du travail passion aussi pour la plupart. Et on arrive très bien à faire ça. Et surtout, il y a un soutien des équipes de recherche, mais aussi des équipes dans les facultés pour que les gens puissent justement faire leurs recherches de manière sereine, apaisée et puissent évoluer dans la carrière. C'est vrai que vous pouvez voir des profils très complexes maintenant. Alors, je citerai Agnès que je connais bien, ça peut presque faire peur tellement elle fait de choses et tellement elle a fait de choses. En fait, c'est une construction petit à petit, aidée par les équipes. Et donc, petit à petit, on arrive à faire son enseignement, on arrive à faire sa recherche, on arrive à avoir d'expérience, on arrive aussi à prendre du temps pour justement aller en conférence, en congrès, se confronter aux autres, parce que c'est effectivement, ça je trouvais que c'était une belle remarque d'un de mes collègues, c'est ça qui est intéressant aussi, aller se confronter aux autres, et ça fait toute la magie du métier qu'on a et du métier de chercheur, et tout son intérêt aussi, donc ça c'est vraiment bien. Et puis mettre l'accent aussi sur le fait que la recherche est plurielle et que j'invite tous les praticiens libéraux à participer. Les projets actuellement français de réseau de recherche avec les praticiens libéraux sont hyper intéressants et ça permet effectivement que tout le monde soit acteur de l'innovation parce que l'innovation, c'est nous tous. On a tous des questions de cliniciens qu'on se pose quand on voit des patients. Donc, il ne faut pas hésiter à justement à les poser, à aller à la rencontre des chercheurs pour les poser.
et essayer de mettre sa pierre à l'édifice. L'innovation et l'évolution de notre métier, c'est ça au jour le jour. Et tous les exemples qu'on a vus, c'est des très jolis exemples. Et ben, si ça vous intéresse de faire bouger les choses, eh ben, allez-y. On est là aussi, nous, dans les facultés, pour vous aider, dès que vous en avez envie, pour vous aider à avancer dans votre carrière. Donc voilà. Donc allez-y, c'est super intéressant. Merci, Ariane. Merci beaucoup, Florent. On va passer la parole à quelqu'un qui a utilisé la recherche expérimentale au départ, le professeur Vianney Descroix, et qui a créé une discipline pratiquement à partir de… Est-ce que Vianney est là? Vianney est parti. Malheureusement, oui, j'ai l'impression qu'il est parti. Bon, alors moi, je vais quand même vous raconter son histoire. Je ne peux pas m'en empêcher, si je vous permettez. C'est un parcours atypique dans la mesure où, donc lui, il est venu au labo parce que c'était très biologie, recherche, expérimentale, petite souris, comme nous a dit Caroline, effectivement avec humour, hein, le côté manip, paillasse, micropipette, etc. Et Vianney avait un tropisme important pour tout ce qui est science du comportement, etc. Et il a monté en fait tout un trajet sur l'hypnose et il a, entre guillemets, non pas dérivé, mais fait évoluer une discipline clinique autour de l'approche du bien-être du patient. Et donc, il a acquis sur les années, il a construit quelque chose de très innovant. Bon, si je me permets, peut-être qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que la recherche, ça aide à réfléchir. C'est-à-dire que même si vous n'en faites rien, c'est-à-dire non pas rien, mais pas une carrière, ça permet de prendre un recul par rapport à tout, quoi. C'est comme une bobine. On voit alors le monde comme une bobine de fil qu'on tire, c'est-à-dire en fait la recherche, c'est apprendre à poser une question. On croit qu'on apporte des réponses, mais on apporte une réponse, puis il y a un doute, et donc après on arrive à une autre réponse. Donc moi je voudrais simplement compléter, si je puis me permettre, dans les messages, que la recherche, ça apporte le doute, et le doute, c'est l'outil du progrès. Donc on peut utiliser dans n'importe quel volet de son exercice et de sa vie, en quelque sorte. Hein. Donc la recherche, c'est aussi une manière d'apprendre à penser. Et donc, j'aimerais que les étudiants posent des questions, peut-être. J'ai l'impression d'être à la télé, à faire une animation, sans avoir de questions de la salle. Le Zoom est mortel hein, pour ça. J'imagine que tout était clair. Peut-être s'il n'y a pas de questions. En attendant, je vous envoie dans le chat un questionnaire de satisfaction pour avoir un petit peu les retours des participants sur le format, si ça vous a plu ou non, pour qu'on puisse nous aussi nous améliorer. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ouais, c'est terrible derrière un écran, en fait, peut-être. Sarah, inventez une petite question compliquée, qu'on puisse répondre un tout petit peu. Qu'est-ce que ça vous a appris de travailler avec nous? J'avoue que je ne sais pas. Oh. Non, c'est très bien. C'est vraiment hyper enrichissant de travailler avec des personnes qui ne sont pas de mon niveau intellectuel. Donc, non, c'était vraiment hyper enrichissant de pouvoir créer ce webinaire. Et puis, j'espère que ça a plu à tout le monde, en tout cas aux quelques participants qui étaient là ce soir. Et donc, on est à votre disposition pour faire ça régulièrement avec d'autres intervenants et voilà, pour montrer des témoignages. On va donc remercier tout le monde et dire qu'il fallait qu'on en fasse un en 2022 parce que chaque année, la date n'est pas la bonne. Là, je réponds à Pierre Millet qui disait c'est pas oui, il n'y a pas de bonne date. Et on va clore le débat. Merci à tous. Merci d'être là. Il y a une petite, je ne sais pas si c'est une question. Oui. Alors, on connaît tous aussi en tant qu'étudiants des enseignants qui ont fait leur Master 2 et leur thèse d'université et qui n'ont pas eu de poste titulaire derrière. Cet investissement fait très peur. Du coup, peut-être, professeur Berdel, vous pouvez… Moi, je dirais que je connais beaucoup de situations inverses. C'est-à-dire qu'en France, il y a encore beaucoup de postes vacants dans des endroits merveilleux. Et que si on s'accroche et qu'on est sérieux, il est quand même aujourd'hui, c'était vrai il y a 20-30 ans, hein, quand nous étions, nous, au stade de jeunes que vous voyez là, c'était très compétitif en termes de postes.
aujourd'hui, il y a un petit creux dans la vague et donc, quand on s'accroche, on ne peut pas dire 100%, ça n'existe pas. Mais c'est quand même assez favorable. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues doyens. Il y a aussi Pierre Millet qui intervient, il y a aussi la création de 6 facultés en France et donc la question d'un poste qui serait non disponible sur le territoire français n'est plus valable aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans certaines facultés et malheureusement certaines thématiques sont très riches et font que on aurait envie de rester dans cette thématique-là, dans telle faculté particulière. Or, il y a trop d'enseignants parce que dans cette discipline-là, parce que, eh bien, elle est trop dynamique, la discipline, et elle pourrait recruter sans limitation, et on ne peut pas faire une faculté monothématique. Mais en général, ça se passe bien, on recrute, et il faut penser aussi à la mobilité sur toute la France. Il y a des facultés qui ont des besoins, il y a des facultés qui auront des besoins. Oui, il existe une voie non classique. Là, je vois les échanges avancer, si je puis me permettre. Bien sûr. La voie non classique, c'est de partir en Europe, de faire un enseignant. Agnès avait un peu été l'exemple type. Elle a été, vous l'avez vu, enseignant en Angleterre, au Royaume-Uni. Oui, Ariane, je crois que ce n'était pas la question, c'était par rapport, est-ce qu'il y a une obligation de passer par le CCUH pour être MCUPH? Je pense que c'est plus ça la question. Donc, effectivement, il y a des possibilités, il me semble, alors il ne faut pas que je dise n'importe quoi, il faut vérifier le texte. Mais bon, idéalement, il faut passer par CCUH au moins une année, voire 2 ans, enfin 2 ans. C'est 2 ans. Oui, et tu peux avoir justement, tu peux être enseignant, c'est-à-dire équivalent maître de conférence. Non, mais c'est en fait pour voir, tu sais, avec le parcours PH, etc. Alors, si vous avez la HDR, le truc comme ça, il faut voir, on peut théoriquement passer directement PUPH si vous avez la HDR. Mais il y a d'autres prérequis. Donc, en fait, il faut regarder le texte du décret de décembre 2021, en fait, qui explique en fait toutes les conditions éventuellement. Mais voilà, pour moi, la voie classique, alors si vous avez déjà une thèse d'université, c'est au moins essayer d'avoir un poste de CCUH de 2 ans. Donc après, tout dépend aussi de, comment ça s'appelle, du parcours que vous souhaitez, parce qu'il faut choisir aussi une sous-section, enfin une section sous-section du CNU et se conformer un peu aux attentes du jury. Alors là, vous avez déjà un des intervenants, donc Monsieur Transo, qui était en odontologie pédiatrique. Moi, personnellement, et enfin le professeur Agnès Bloch-Dupont, nous sommes dans le CNU 57, donc tout ce qui est, enfin, en tout cas, biologie orale, mais qui regroupe également parodontologie, chirurgie orale. Et à titre personnel, voilà, j'ai aussi travaillé au sein du CNU 57 pour tout ce qui est critères d'évaluation pour les futurs MCUPH et PUPH. Donc, en tout cas, nous, en CNU 57, nous essayons de travailler, d'avoir, entre guillemets, des critères. On essaie de travailler dans la transparence pour que justement les candidats et pour que les doyens puissent avoir les informations nécessaires pour que leurs candidats, justement, alors c'était évoqué par quelqu'un dans le chat, justement des fameux enseignants qui n'ont pas forcément eu le poste titulaire. Justement, en fait, je considère que mes fonctions au sein du CNU, c'est aussi accompagner les collègues, leur donner les informations pour qu'au niveau de la carrière, ça se passe le mieux possible. Donc, c'est un peu comme ça que je vois aussi ma mission au sein du CNU, en tout cas en biologie orale, paro ou chirurgie orale. C'est vraiment une mission d'accompagnement des collègues dans dans l'accomplissement de leur carrière et pour qu'ils puissent avancer. Voilà. Et c'est ce que je fais aussi en tant que doyen maintenant. Voilà, j'essaie de faire au mieux pour mes enseignants et pour mes collègues. Je suis régulièrement sollicité par des collègues, notamment biologie orale, mais aussi d'autres disciplines pour des petites questions, etc. J'essaie d'apporter des informations, ou en tout cas leur donner le bon interlocuteur pour qu'ils puissent avoir les réponses. Donc, pareil, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions sur des carrières ou des points précis, notamment si ça concerne la parodontologie, la chirurgie orale et la biologie orale, parce qu'il y a aussi des profils à construire et des missions. C'est vrai qu'on a un tout petit peu évoqué aussi les nouveaux sites, et je considère qu'on est là aussi pour accompagner ces nouveaux sites dans les nouveaux projets pour qu'ils forment justement des enseignants-chercheurs qui soient qui ont un niveau,
qui s'éclatent aussi dans leur travail parce que voilà, c'est important aussi de se sentir bien dans le travail. On parle du bien-être étudiant, mais aussi du bien-être des soignants et donc des enseignants-chercheurs. Donc, il faut que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Merci beaucoup à vous pour votre réponse. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat actuellement. N'hésitez pas si vous en avez là rapidement, sinon je pense qu'on peut... Voilà, écoutez, merci beaucoup Sarah. On n'a pas insisté aussi sur un seul point, voyager, voyez de l'inconnu. Et donc la dimension internationale en recherche, elle est presque, ça vous permet de voir plein de gens, plein de paysages, plein de tempéraments, plein de cultures. C'est très riche. Merci beaucoup à tous. Tout le monde a contribué avec son style et je trouve que c'était vraiment formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et merci beaucoup à tous. Et bravo à l'UNECD pour le soutien logistique et le travail. Et bravo Sarah pour ton travail. Merci beaucoup à vous et à tous les intervenants qui sont encore là et à tous les étudiants présents ce soir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au Au revoir. revoir. Bonne soirée.